Bonsoir et bienvenue dans la 18e semaine des pronos NFL. J'ai bien dit 18e semaine. Sachez qu'en NFL, il n'y a pas eu 18e semaine depuis 1962, donc on est ravis que ça revienne. Bref, 18e semaine, extra ball, des matchs en plus et des playoffs un peu plus chauds. Voilà, c'est quand même sympa. Pour vous aider dans la dure mission qui est de faire des pronostics, nous avons une équipe d'experts internationaux. Tout d'abord, Greg, bonsoir. Bonsoir à tous. L'auteur de L'Amérique et le sport, fondateur du MUG, Olivier Rival. Il s'agit d'Olivier Rival. Voilà. Messieurs, Sponsorisé par Ikea, le youtubeur belge Rémi. Salut à tous. Et ce soir, on vous met le feu, CFMB. Bonsoir à le seul tous. qui a déjà connu de 18e semaine d'ailleurs. Voilà. Ouais, Euh, exactement. Et voilà, amis qui regardez nos émissions, j'ai quelques mots à vous dire. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne, partagez notre contenu, mais surtout, puisque apparemment c'est acceptable à présent, je vous emmerde. Voilà. Vraiment, on a le droit de le dire à tout le monde maintenant. Voilà, bref. Ce soir, des matchs pour vous. Cleveland, Cincinnati, puisque tout le monde veut parler de Cleveland maintenant. Baltimore, Pittsburgh, Tennessee, Houston, Nouvelle-Orléans, Atlanta. Des coups de cœur, des coups de gueule. Mais pour commencer, c'est Arizona, Seattle. Allez, on va donner la parole au seul qui a un mug parmi nous, Olivier. Salut. Alors, Arizona-Seattle, c'est bien parce que c'est assez emblématique de ce que va être cette semaine parce que la dernière journée de NFL, c'est toujours un peu n'importe quoi. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui ont plus rien à gagner. Il y a des équipes qui font un peu de bluff. Et puis alors en plus cette année, il y a beaucoup de monde qui est, enfin il y a pas mal de problèmes de Covid, enfin de joueurs qui se retrouvent sur des listes Covid. Donc, ce qui fait que ça va être très compliqué de pronostiquer tout ce bazar. Pour le coup, Seattle, Arizona, on a Arizona qui a un tout petit peu encore à gratter, notamment gagner la conférence Ouest, NFC Ouest. Mais pour ça, il faut qu'ils comptent aussi sur une défaite des Rams contre les 49ers, ce qui serait quand même assez surprenant. Donc finalement, Arizona a pas énormément à gagner. Seattle, eux, ils ont foiré leur saison. C'est quand même une des grosses déceptions de la saison. Ils sont à domicile. Ils ont une ligne offensive qui est complètement capoute avec du Covid, avec des blessures. Et donc, en dépit de ça, je vais jouer Seattle parce que je me dis que justement, il va y avoir pas mal de backups qui vont penser à l'année prochaine, qui vont essayer de peut-être de se montrer. Et je suis pas hyper persuadé qu'Arizona il va hyper motivé. Déjà, je suis pas un grand fan de cette équipe des Cardinals qui m'a encore beaucoup déçu. Enfin, avec Dallas la semaine passée, leur soi-disant gros match n'a pas été transcendant. Donc je joue la surprise et je joue Seattle parce que bah voilà le public de Seattle toujours assez chaud pour la dernière journée et peut-être pas mal de backups qui vont vouloir se montrer. Mais bon, je suis pas plus convaincu que ça, mais voilà, je joue une petite surprise là. Alors voilà, nous avons choisi ce match ce soir parce que Olivier, il faut le savoir, est quand même le grand leader de notre classement avec Jonathan, le fan de foot US. Mmh. Et il a choisi beaucoup de matchs où il est un peu seul au monde. Alors, est-ce de la folie parce qu'il est largement devant et qu'il emmerde le monde? Est-ce que c'est un visionnaire? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trois autres experts qui ne sont pas d'accord avec lui. Messieurs, c'est à vous. Qui veut prendre la main? Oh, ils ont On se brûle la peur! Gignon. Ils ont peur, les petits! Non, non, il y a pas photo. Arizona va gagner. Je pense que notre ami Olivier, il fatigue là. Il y a une dernière semaine. C'est pas possible qu'ils perdent chez eux. Euh, Face à la vitesse qu'ils ont quand même avec Connor, Moore et Jay Green. Je sais pas si Jay Green était de retour ou pas. Je sais plus. Hertz et Kirk qui sont en forme. Il y a Edmonds aussi. Euh, le système, alors c'est vrai que le système de Kingsbury, des fois, est mis à mal, mais c'est souvent, en fait, c'est quand, j'ai remarqué, quand Murray reste trop dans la poche. Alors, c'est peut-être dû à sa taille, donc il a comme, bon, c'est pas un grand QB, et c'est là où il fait des erreurs. Et
Et, et je pense qu'il a peut-être pas assez de liberté pour sortir de sa poche, où il devrait faire plus des poches qui, qui, euh, qui se déplacent, mais là, ça demandera quasiment un schéma différent. Mais franchement, là, ils ont rebondi la semaine dernière où je pensais qu'ils allaient perdre. Donc là, chez eux, fin d'année, à mon avis, ils vont quand même gagner. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répéter ça avec plus de dynamisme, Rémi, peut-être? Dynamisme, je sais pas, mais je suis assez d'accord avec lui. J'imagine très mal les Cardinals perdre celui-là. Je suis pas non plus. Je rejoins Olivier sur le point que je suis pas très convaincu par les Cards, malgré leur très beau bilan et leur saison plus qu'honorable. Ça m'étonnerait pas que ce soit un one and done en playoff. Mais sur ce match-là, non, Seattle est totalement démobilisé. C'est vrai qu'il peut y avoir de la motivation pour certains joueurs, mais ça ne suffira pas pour affronter une équipe des Cards qui a encore malgré tout quelque chose à jouer. Donc non, niveau offensif, je pense que les Cardinals sont bien mieux armés et cette absence totale de ligne offensive du côté des Seahawks, c'est un véritable massacre. Donc voilà, je vois pas vraiment comment ça pourrait tourner au vinaigre pour les Cards. Je vois pas une victoire non plus flamboyante, mais une victoire assez facile et relativement peu de points marqués, je pense. Yellow, un truc à rajouter? Le fait que Seattle gagne Arizona, ça me paraîtrait pas être la chose la plus loufoque. En effet, ça a été souligné. Arizona, ils sont quand même pas mal en roue libre dans cette deuxième partie de saison. Après, je trouve que déjà le retour de Rodney Hudson leur a fait pas mal de bien sur la ligne offensive et on voit que dans les tranchées, Arizona souffrait beaucoup ces dernières semaines. Je ne sais pas si Seattle est l'équipe qui est la plus à même de les challenger dans ce domaine-là. Mais surtout, tout simplement, moi, il y a un enjeu qui m'amène à aller plus vers Arizona sur ce match-là. C'est que les Cards ont toujours la possibilité, même si le scénario est clairement pas en leur faveur, d'arracher la première place de leur division. Malgré tout, sachant que dans le même temps, les Rams jouent les Niners qui ne sont pas mathématiquement qualifiés en playoff, donc qui peuvent potentiellement aller chercher un petit upset du côté des Rams. On a vu qu'ils avaient battu Los Angeles au match aller, donc c'est pas non plus complètement farfelu, même si on sait que Jimmy Garoppolo traîne quelques petits problèmes physiques. Seattle, il n'y a plus grand-chose à jouer cette saison. Manifestement, des échos qui ressortent, Pete Carroll sera peut-être conservé la saison prochaine. Donc oui, pour moi, il y a un peu plus de motivation du côté de cette équipe d'Arizona et cette victoire à Dallas, ça peut être un peu plus reboosté dans l'optique de se dire c'est toujours mieux si on peut d'aller chercher la première place de la division. Après, c'est sûr que Seattle sera peut-être pas la bonne équipe à prendre, mais on ne sait jamais quel visage on va avoir, puisque sur les 2 dernières semaines, on rappelle qu'ils ont perdu un petit peu de manière grossière contre Chicago la dernière seconde et qu'ils ont roulé littéralement sur Détroit la semaine d'après. Donc tout dépend quelle équipe de Seattle on aura, mais je serais tout sauf surpris que Seattle gagne là-bas. Je vois quand même Arizona pour le challenge l'emporter face au rival de division. Avant d'attaquer le prochain match, FMB, tu avais un coup de gueule. Ouais, coup de gueule contre certains fans des Dolphins qui sont des pro-Tua et qui disent que la O-line des Dolphins est pourrie. Alors, c'est juste pour leur dire quand même que la O-line est très jeune. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que la moyenne d'âge est calculée, c'est 25 ans, mais parce qu'il y a un des gars qui a 30 ans et les autres, ils sont à 22, 23. Alors, on veut laisser du temps à Tua, mais on ne veut pas laisser du temps aux pauvres John Lyman qu'on a recrutés. Donc, c'est facile à chaque fois de blâmer la O-line. Je suis désolé. Soyez sympa avec les gros. Soyez sympa avec les gros et les jeunes gros. Merci FMB, c'est noté pour ce coup de gueule. Prochain match, Nouvelle-Orléans, Atlanta. Rémi? Ouais, match très intéressant, surtout pour les Saints qui ont une place à aller chercher en playoff malgré une saison ni figue ni raisin. On a en face une équipe d'Atlanta qui est capable de belles choses et est capable surtout de belles horreurs aussi, malheureusement. On l'a encore vu la semaine passée. Ils ont bien joué la semaine passée. C'était un microcosme de leur saison après une excellente première mi-temps. Ça s'est un peu fait rouler dessus en deuxième, assez logiquement. Merci les arbitres. C'est vrai. Encore un match truqué. Ça parle des Patriots, mais effectivement. Ah, celle-là, fallait pas la faire. Et donc, ouais, je vois un match assez intéressant et très serré. J'ai pas mal hésité sur celui-là.
Je donne mon petit avantage aux Saints parce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de régularité peut-être, et notamment au niveau défensif, même si c'est vrai qu'on a montré justement de très 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 belles choses du côté d'Atlanta à ce niveau-là. Allen n'était que l'ombre de lui-même avec, je pense, 3 interceptions et 0 touchdown. Il est en chercher 2 au sol. Mais voilà, je vois un match très fermé. J'ai l'impression que ça va scorer relativement peu de points, mais que peut-être le jeu au sol des Saints pourrait peut-être faire un petit peu de mal à cette équipe d'Atlanta qui, si elle se retrouve à courir après le score, devient un petit peu maladroite. Et on a vu que ça pouvait malheureusement aller vite dans ce cas-là. Une fois qu'ils sont derrière, j'ai l'impression que la machine est vite enrouée. Donc voilà, je crains ça. Je pense que les Saints peuvent prendre le devant assez rapidement dans le premier quart-temps. Et Atlanta pourrait courir après le score et malheureusement ne pas savoir revenir. Mais voilà, je suis pas très convaincu par cette équipe des Saints. J'ai l'impression qu'aussi, si ça se qualifie au playoff, ça n'ira pas bien loin. Je sais pas ce que tu en penses, Yellow. J'imagine que tu n'es Ouais. pas d'accord avec moi. Moi, je pense que Yeo, il habite dans tu sais, les pièces qui te donnent l'impression que t'es plus grand ou plus petit, parce qu'il a un tout petit tabouret et une énorme horloge derrière lui. C'est très déconcertant. C'est Yellow, vas-y. Non, bah alors je vais le dire tout de suite, hein, ça en surprendra peut-être certains. J'ai mis Atlanta, tout simplement. Alors, je suis un grand superstitieux quand il s'agit de miser sur Atlanta. Mais alors là, comme de toute façon, j'en ai rien à cirer du résultat. Je me suis dit, on gagne, tant mieux. On tapera les Saints, on perd. Ce sera pas si grave que ça. On aura un meilleur choix à la draft. Pour relativiser un petit peu, je trouve ça déjà presque miraculeux d'avoir cette victoire, même si c'est des victoires relatives, parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup d'équipes avec un bilan positif qui ont été épinglées par Atlanta cette saison. Moi, je le dis honnêtement, ce qui m'amène aussi à parier sur Atlanta, c'est aussi que voilà, faut aussi voir que cette équipe des Saints reste quand même un petit peu boitillante. C'est pas à mon sens la seule victoire face à des Panthers encore plus au fond du trou en cette fin de saison, qui m'amène à penser que du jour au lendemain, les Saints vont être capables d'accélérer, notamment offensivement, parce qu'encore une fois, en défense, on sait qu'ils sont capables de faire le boulot en cette fin de saison, mais je ne pense pas que ce soit avec Taysom Hill ou avec quelques quarterbacks que ce soit, il n'y a pas moyen de leur mettre un peu plus de pression. Et certes, la défense d'Atlanta n'est pas parfaite, mais je trouve que le boulot qui a été fait par Dean Pease cette saison permet à l'équipe de progresser, même si Josh Allen n'a pas fait un bon match, ça c'est le cas de le dire. Il y a quand même, je trouve, une défense un peu plus opportuniste, capable de provoquer des pertes de balles, et c'est ce qui m'amène à penser que la défense peut rester un petit peu dans le rythme. Après, offensivement, tout n'est pas parfait, mais c'est toujours pareil. On a beau cracher un peu sur Matt Ryan en disant qu'il est en fin de parcours. En termes de yards à la passe, c'est le 11e quarterback de la ligue. Ah ouais. Donc, pour un quarterback qui est au fond du trou, sans Calvin Ridley, sans un jeu au sol performant et avec une ligne offensive qui est toujours en perfectionnement pour la première année d'Arthur Smith, je trouve qu'il y a quand même moyen de jouer les yeux dans les yeux avec cette équipe des Saints. Ils ont gagné à New Orleans, donc New Orleans peut prendre sa revanche du côté d'Atlanta. Encore une fois, je le répète, défensivement, ils ont moyen de faire déjouer Atlanta, qui joue d'ailleurs très mal cette saison à domicile. Ils ont gagné très très peu de rencontres à la maison. Je crois que seul Détroit a perdu du côté du Mercedes-Benz Stadium. Très joli bruit au passage. Qui c'est qui Et lime du coup, voilà. Ouais, je sais pas. Mais du coup, voilà, ça va être un match accroché. C'est pour ça que je me suis dit, quitte à jeter la pièce en l'air, pourquoi pas Atlanta, histoire que les deux équipes finissent à 8-9 dans une saison qui aura été globalement inconstante. Mais si les Saints gagnent, je ne serais pas choqué non plus. Olivier, FMB, un mot à rajouter? Moi, je suis pour Atlanta aussi, donc. Merci, Pourquoi FMB. Pourquoi Mais attends, mais laisse-moi. Pourquoi Parce que moi, je suis un fan de Matt Ryan. Je pense que c'est un excellent QB. Et il le prouve quasiment avec une ressource. Donc, c'était un de mes coups de pouce déjà. Donc, je vais le dire tout de suite, là, mes coups de cœur. Quand même, faut saluer quand même Kyle Pitts, donc le tight end, un rookie qui a fait déjà un record. Donc, il a fait plus de milliards pour un tight end. Et c'est un record qui tombe depuis donc les années des Super Bowl, donc 66. Et il va peut-être même battre le record de 1961, détenu par un tight end qui s'appelait Mike Ditka. Mike Ditka. Voilà. Il y a un qui suit, c'est bien, les autres ils dorment. Super. C'est pas autant qu'on ne suit pas que le fait qu'on s'en branle. Non, tu te rends compte, un record qui date de 1961 en NFL, il y en a combien qui va tomber? Donc il lui manque 59 yards, je crois. 60, je ne sais plus. Il reste tous ceux que Brett Favre et Tom Brady n'ont pas pris. Et donc, je pense
Rien que pour ça, l'équipe va se souder autour de lui et ils vont faire la fête après. Olivier, non. Olivier n'est pas d'accord. Ah non, mais pas d'accord. Alors, déjà pas d'accord sur le record parce qu'il aura un match de plus pour le faire, donc ça c'est un faux record pour moi. Ah, Voilà. Donc Mike Ditka doit garder ce record pour l'histoire de la NFL. Et Ah, deuxièmement, les et Astérix. deuxièmement, étant donné que les Falcons ont réussi à faire passer l'attaque au sol des Bills pour un vrai bulldozer, donc c'est juste miraculeux. Je pense que Camara va faire au moins 150 yards et va réussir à gagner ce match pour les Saints qui ont beaucoup plus besoin de cette victoire que les Falcons, ceci soit dit en passant. Donc je joue les Saints. 3 interceptions la semaine dernière. Oui, mais Ouais. on n'a même pas eu besoin de lancer un ballon de toute la deuxième mi-temps alors qu'on a une attaque au sol qui est juste moyenne. J'adore. Je dis, ce soir, c'est la fête d'Olivier ce soir. Ouais. Troisième match du soir, puisqu'on a fait le coup de cœur de FMB. Il s'agit TNT, les Titans contre les Texans. Yellow, je te laisse ouvrir. Victoire de Tennessee. Non, mais je crois savoir pourquoi certains ont mis Houston, parce qu'en effet, il y a eu ce match aller très surprenant qui a vu Houston se rebeller un petit peu. Après, très franchement, pour Tennessee, là, c'est du pain béni, cette défaite de Kansas City à Cincinnati. Je ne peux pas croire qu'avec l'affront du match aller, quand on sait comment Mike Vrabel joue énormément sur l'orgueil du côté de Nashville depuis son arrivée, avec notamment les joueurs qui aiment beaucoup poser sur les logos des équipes adverses, etc. Le fait de se dire, je vais laisser reposer mes joueurs pour perdre une deuxième fois contre mon ancienne équipe, parce qu'on rappelle qu'il était cordeau offensif à Houston il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais prendre le risque de perdre 2 fois contre une équipe du fin fond du classement, qui est en plus mon ancienne équipe, et qui en plus me priverait de la première place de conférence que j'ai eue sur un plateau la semaine dernière. Je ne peux absolument pas y croire, et je joue une victoire de Tennessee et une revanche du côté de Houston. FMB. Non, pas d'accord parce que je pense que Houston va sortir le grand jeu et David Mills, moi, il me paraît en forme et c'est son match qui doit gagner s'il veut rester QB l'année prochaine. Parce que vous savez toutes les histoires qu'il y a eu avec Watson. Je pense pas qu'il va revenir. Donc et pour un des QB rookie quand même, c'est il se débrouille très bien, je trouve. Il a pas forcément beaucoup d'armes, mais la clé du match, ça va être d'arrêter Foreman. Et je pense que Houston est capable. Parce que Vrabel va pas sortir un game plan de la folie où il va laisser Tannehill passer à droite et à gauche. Est-ce que Tannehill va jouer? Je ne sais pas aussi. Parce que comme le disait Olivier, les dernières semaines sont très bizarres en NFL. On veut protéger les QB. Donc on le voit bien à Cincy, on va en parler. C'est vrai que la défense de Tennessee a quand même a mis 41 sacs au cours de la saison et que la ligne de Houston en a pris 42. Donc c'est sûr que là, tout va se jouer encore dans les tranchées. Rémi. Moi, je rejoins Greg sur le fait que j'ai pas l'impression qu'il puisse se faire avoir 2 fois. Il y a surtout un enjeu plus que capital avec cette première place à la clé. Et donc, je vois pas trop de joueurs au repos, parce qu'ils pourront se reposer la semaine suivante s'ils l'emportent. Donc voilà, je pense que Tennessee est forcément bien mieux armé. Houston a une défense qui est vraiment pas terrible du tout. Au niveau du game management, c'était pas fantastique non plus. Je me rappelle d'un ou deux matchs où ils ont un peu laissé filer l'affaire à cause de quelques erreurs, que ce soit en special team ou simplement dans le choix des plays. Donc pas vraiment fan de cette équipe de Houston qui a réussi à faire trembler l'une ou l'autre grosse écurie, mais que je vois pas inquiéter les Titans qui disposent quand même d'une grosse défense et qui à mon avis ne va pas trop souffrir face à cette attaque de Houston qui est effectivement un peu fébrile. Il n'y a pas trop de jeu au sol établi. On n'a pas de vraie grosse menace aérienne. Et donc, voilà, je pense que ça va être une victoire pas trop compliquée. C'est vrai que c'est le genre de match pour lequel il faut faire attention et pas déjà arriver en vainqueur. Mais je pense pas qu'ils se feront avoir 2 fois. Et s'ils passent devant, un peu comme ils l'ont fait contre Miami, je les vois pas se faire attraper. Ils vont gérer le match tranquillement. Une victoire relativement large et une première place assurée qui était un peu inespérée après la perte de Henry.
Olivier? Moi, je vais être bref. Tout indique que ça va être très facile pour Tennessee. Tennessee ne mérite pas d'être la première équipe de l'AFC. Je ne peux pas les blairer. Je joue Houston. Merde, tu me copies là. Ça a le mérite d'être clair. FMB, un coup de cœur encore cette semaine? Oui. Pour un linebacker du côté de Chicago, Robert Quinn, qui a battu le record de sacs. Merci, Conquin, ici. 18 sacs cette année. Et il a surtout battu le record de son club, le record qui était tenu par, Bonne je vais question. donner un indice, en 86, 87. Ah, bah Laurence Taylor. Ouais. Non? Non, mais Laurence Taylor, il n'a pas joué à Chicago. Non, c'est vrai. Ah, à Chicago. Ouais. Non, Richard Dent? Non, pas Richard Dent. Richard Dent. C'est ça. Exact. Ouais. J'aime bien parce que Deux. FMB, toutes tes stats, elles sont en noir et blanc, quoi. Et le record de Non, Taylor non. peut tomber, ceci dit. Merci FMB, c'est noté pour ton coup de cœur. Moi, j'ai un coup de gueule, hein, c'est quand même Olivier Rival. Hein. Il a très mal digéré la défaite de Buffalo à Tennessee, quand même. Hein. De l'eau a coulé sous les ponts, monsieur Rival. Hein. Non, mais je suis très très rancunier. Et, Mais pourtant, et pourtant, le jeu au sol était à son niveau ce soir-là. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis rancunier, mon cher Yellow. C'est une défaite récente, celle-là. Celle que dont je ne me remets pas, FMB pourra en témoigner, c'est celle de la passe en avant Ouais, non plus. voilà, en playoff. La passe en avant. Moi non plus, parce qu'à l'époque, j'étais un. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai été fan de Buffalo Bills pendant quelques temps. J'ai honte maintenant, mais Ah, C'était à l'époque où tu avais des cheveux, quoi. voilà. Non, j'étais un super fan de Doug Flutie que j'ai même rencontré quand il était à San Diego. Et le fait. Et donc, c'était la dernière semaine. Non, c'était la dernière semaine, oui, comme en saison régulière. Il bench Flutie, soi-disant, pour le protéger. Et l'autre abruti joue bien, mais parce que la ligne était super. Et du coup, le propriétaire décide de faire jouer l'autre abruti et Flutie n'a pas joué de ce L'autre match-là. abruti, c'est Johnson. Hein, pour Ah, ceux Ouais, qui- l'autre abruti de Johnson, ouais, tout à fait. Voilà. L'autre abruti de californien de Johnson. Voilà. Et on perd le match sur la dernière action, sur une passe en avant des Titans. Donc, ni FMB ni moi n'en sont jamais remis. Et donc, depuis, je déteste les Titans jusqu'à mon dernier souffle. Donc, ça veut dire que si tu gagnes les pronoms, on a le droit de t'offrir un maillot de White Check, c'est ça? Tout à fait. Et je le brûlerai devant vous avec plaisir. La suite de cet épisode spécial, Olivier Against the World, les Ravens contre les Steelers. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, les Ravens ont très peu de chances de se qualifier. Il faut pratiquement un cataclysme pour qu'ils y arrivent. Malgré tout, ils vont sans doute essayer de jouer leur dernière chance. Mais de l'autre côté, on a probablement le dernier match de Big Ben. Les Steelers ont quand même encore une chance d'être en playoff. Il faut qu'ils gagnent ce match et il faut que les Colts se perdent. Il y a assez peu de chances. J'ai beaucoup de mal à imaginer que les Colts perdent contre les Jaguars, mais on ne sait jamais. Donc, gros potentiel de dernier match de la carrière de Big Ben. Je vois mal les Steelers faire ça à Big Ben. Donc, les Steelers vont gagner. Ok. Et ce qui est bien, c'est que personne n'est d'accord avec toi, absolument personne. Messieurs, qui veut taper le premier? Les genoux sont autorisés. Bah, moi, ce sera pas trop violent parce que je suis très. Ouais, je suis hésitant sur ce match. J'avais d'abord misé les Steelers aussi avec cette histoire de dernier match pour Big Ben. Non. Puis je me suis dit quand même que les Ravens allaient prendre leur petite revanche sur la dernière fois. Je suis pas convaincu par ces équipes forcément. Leur bilan le montre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils vont simplement être peut-être un peu plus solides. Je suis vraiment pas convaincu. J'ai l'impression que j'essaye de me convaincre d'une victoire des Ravens. Mais ouais, à domicile, je crois qu'ils jouent à domicile, il me semble. Et on a compris que ça va être compliqué de faire quelque chose pour les Steelers
qui ont tenté tant bien que mal de sauver leur saison sur les derniers matchs. Mais voilà, sans conviction, je donne les Ravens. C'est pour ça que j'ai donné mon avis en premier, parce que je suis assez proche d'Olivier. Mais je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. À part petite bite, quoi. Exactement. Ouais. FMB, Greg. Ouais, moi, je pense le vrai dernier match de Big Ben, c'était déjà lundi soir. Je pense que là, il est à la retraite, il pense à autre chose. Franchement, on voit des fois, il avait du mal à faire des choix. Il a fait des choix en passe qui jamais il aurait fait des petits choix comme ça. Je me rappelle, là, c'est une 3e et 10. Bon, il menait, c'est vrai, au score, mais à la fin, je crois je sais plus si c'est en 3e ou 4e quart-temps, il fait une passe sur un receveur à l'extérieur, près de la touche, alors qu'il aurait pu viser son slot receiver qui était sur une slant. Et là, il aurait gagné facilement les 10 yards, le first down. Donc là, je le trouve un peu rouillé quand même, fatigué. Ce qui est normal, hein, parce que bon, c'est un grand joueur quand même. Donc, et ce qui m'inquiète, c'est que Baltimore, pour moi, a quand même, je trouve, en légère progression. Contre les Rams, ils ont quand même bien joué. Ils ont donné du fil à retourner à Stafford. Il y a 2 ints, je crois que j'avais noté. Ouais, 2 ints. Le jeu au sol avec Huntley est bon. Donc, il y a les running plus Huntley. Et ils ont fait 165 yards, je crois, contre les Rams aussi. Donc, j'aime bien leur tight end Andrews qui est vraiment qui s'arrache sur chaque passe ou balle qu'il a vers lui. Et la défense côté défensif chez Pittsburgh, c'est quand même assez léger en termes sur la défense de rush. Je crois qu'ils sont 31e, donc ils sont à la fin, donc ça va faire mal. Baltimore va courir à fond, je pense. Et c'est pour ça que pour moi, je vois une victoire de Baltimore. Merci à tous. Le match. Il y a Greg qui n'a pas parlé. Ah, pardon. Merci à tous. Non, mais d'accord, Merci à tous. si tu veux, je coupe mon micro, Non, ma caméra, pardon, je rentre, excuse-moi, il n'y a pas de pardon. problème. Merci à tous, sauf Greg. Non, voilà. Non, c'est pas ça. Baltimore pour moi, tout simplement parce que je pense que le plaisir sera trop grand de battre Big Ben pour son dernier match. Je pense qu'il y a énormément de frustration ces dernières semaines du côté de Baltimore. On parlait, certes, il y a eu cette rouste à Cincinnati où il n'y avait pas grand-chose à redire, mais après, ça a été dit, les défaites contre les Steelers déjà à l'aller, la défaite contre les Rams, contre les Packers. C'est pas des défaites déshonorantes, c'est des défaites dans des contextes un peu crève-cœur, un petit peu sur des paris risqués en fin de match. Et voilà, je pense que les Ravens méritaient plus que cette fiche de 8-8 et cette très probable élimination qui pointe le bout de son nez. Donc je ne sais pas si Lamar Jackson sera là. Maintenant, on voit que même avec Tyler Huntley, quand il a joué, il n'a pas forcément démérité. Et cette équipe des Steelers me paraît tout aussi, voire plus irrégulière que Baltimore depuis le début de la saison, avec pourtant un effectif un peu moins impacté par les blessures. Donc je pense que ce sera un match très défensif. Je pense que TJ Watt peut encore continuer d'augmenter, de faire grimper sa cote pour le titre de joueur défensif de l'année face à une O-line des Ravens qui a été vraiment en difficulté cette année aussi du fait des nombreuses absences. Mais je vois vraiment la défense de Baltimore élever son niveau de jeu sur ce match-là et rendre la soirée de Big Ben cauchemardesque pour permettre à Baltimore de au moins finir sur une bonne note et sur une fiche positive cette saison. Merci. Donc là, seulement à Yellow ce coup-ci. Le dernier match de ce soir. Alors là, il faut savoir que donc, Olivier Rival est leader de notre classement d'experts. Mais hormis Jonathan, voilà, je crois que le second à 3 points derrière, c'est FMB. Ouais. Et là, mine de rien, vous avez quand même juste sur les 5 matchs qu'on vient de voir, 4 matchs en désaccord. Ouais. Donc FMB, tu pourrais partir sur un malentendu, tu peux partir en tête pour les playoffs. On ne sait pas. Ouais, c'est pour ça. Bref, pour ce dernier match de ce soir, le match dont tout le monde voulait parler, Cleveland face à Cincinnati. Olivier, je te laisse ouvrir. Bah écoute, apparemment les Bengals ont décidé de faire un peu l'impasse et c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément à gagner, même s'il y a quand même possibilité qu'ils aient le match à domicile, mais il faudrait qu'ils aient un peu de bol. Burrow jouera pas, Mixon non plus. Mais bon, en face, c'est les Browns. Donc les Browns qui ont été décevants du début à la fin de cette saison. Donc je ne vois pas comment ils pourraient
gagner contre ce qui est aujourd'hui quand même la plus belle équipe de l'AFC, voire même de la NFL. Même sans leur quarterback, même sans leur running back, je joue les Bengals. Merci. Il filme des champignons basques ou quoi là. Tout à fait. Ah non, mais là, c'est. Attends, Non, mais la Bourg- ok, ça a la dû, Bourg- ça a dû saturer chez Olivier. Je pense que j'ai mal entendu ce qu'il a dit. Voilà. Et sachant que Scooby et moi-même faisons confiance à Olivier, ce qui n'est pas forcément bon signe. Merci. Merci. Messieurs, qui a une réaction peut-être? Bah écoute, ça se voit que Cincinnati a pas battu Buffalo cette année. Non mais là, honnêtement c'est possible sur un match comme ça, puisque certes il y a des joueurs qui vont être laissés au repos du côté de Cincinnati. Il va manquer Baker Mayfield du côté de Cleveland. Bonne mauvaise nouvelle vu la situation actuelle et surtout l'état de forme du quarterback des Browns. Je ne sais pas trop si c'est une mauvaise chose en l'état. Très clairement, enfin, je tiens quand même à rappeler que les Browns ont quand même battu à l'aller et déjà avec un Mayfield en difficulté la meilleure équipe d'AFC si ce n'est de NFL aujourd'hui. 41-16. Donc 41-16. faut quand même se méfier. Ils ont quand même une défense qui est capable aussi d'élever son niveau de jeu et je trouve que c'est quasiment avec le jeu au sol ce qui a maintenu en tout cas Cleveland à flot malgré leur cascade de blessures qu'ils ont eu cette année. Et je pense que sur ce match-là, ils auront à cœur au moins de finir avec Honor cette saison et de finir avec un bilan pas trop déshonorant de 8-9. Cincinnati, ça ne changera rien. Bon, ils auront quand même l'avantage au moins de recevoir lors du tour de wildcard. L'objectif déjà, c'est une qualification en playoff et en effet une année extrêmement réussie sur de nombreux points de vue. Je ne sais pas si ce sera toujours du bonus d'aller gagner à Cleveland. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont vraiment accélérer plus que ça pour forcer le destin, alors que concrètement, le plus important pour eux maintenant, c'est en tout cas, c'est la post-season. FMB, Rémi? Bah, c'est d'accord avec Greg. Je pense que effectivement la place en playoff est garantie. Le match à domicile est garanti, je pense aussi. Et donc voilà, ça va se jouer au niveau des seeds. Est-ce qu'ils seront 3e ou 4e? On ne le sait pas. Et donc voilà, ça va être repos. Je pense que ça va conserver les cadres et ça suffira pour Cleveland, qui effectivement est très mauvais cette année. Effectivement, sans Mayfield, ça pourrait peut-être être sympa à regarder parce qu'il est vraiment pas dans sa bonne saison, loin de là. C'est sa pire, je pense. Et C'est parce donc qu'il voilà. habite au stade. Ça commence à faire. Regarde la télé. Là. Et donc ouais, je pense qu'avec un bon petit jeu au sol, Cleveland peut prendre le dessus et je vois mal les Bengals se battre jusqu'au bout pour arracher cette victoire. Donc avantage Cleveland par défaut. Sans Nixon et sans Burrow, effectivement, c'est plus compliqué. FMB? Bah oui, il n'y a pas photo. Enfin, mais pas Mayfield, c'est une bonne chose déjà pour Cleveland. Donc pas Burrows, pas Nixon de l'autre côté, on l'a dit. Donc ça va pas être du tout la même équipe. Brandon Allen, c'est pas du Burrows. Donc et Keskinum va jouer. Donc Keskinum, c'est un très bon backup. Et je pense qu'il va être bien meilleur il va démontrer. Il a déjà joué plusieurs fois cette année et à chaque fois il démontre un jeu très correct. Et puis Chubb va être présent, je crois. Donc gros jeu au sol côté Cleveland à mon avis. Game plan à fond, on va les faire courir. Et je suis pas sûr que vraiment que du côté de Cincinnati soit super motivé. Donc Bon, et donc pour clore cette saison, un petit bilan vite fait de la saison, quelqu'un peut-être, un mot à dire sur cette saison qui se clôt avant les playoffs ouais, comme je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, c'est assez cool de suivre une saison où c'est très très indécis. Je suivais un petit peu les éventuels scénarios pour les Patriots cette année. Et je vois qu'ils peuvent, après forcément c'est décis, hein, mais à la dernière journée, ils peuvent encore finir à la première, deuxième, troisième, cinquième, sixième ou septième place. Je crois que c'est assez rare de retrouver une saison comme ça. En tout cas, en plus, avec un match en plus, on pouvait se dire que le trou allait être fait plus rapidement, mais non, en fait, ça a donné une saison très serrée, très sympa à suivre. Et donc voilà, c'est peut-être un peu moins le cas de l'autre côté en NFC, avec quelques équipes qui sont vite sorties du lot. Mais voilà, non, moi, j'ai trouvé ça assez sympa à suivre, le fait d'avoir vraiment une grosse indécision sur qui sera là, qui ne sera pas là. Et il y a encore pas mal de questions qui n'ont pas de réponse. Et donc, on verra ça dimanche. Quelqu'un d'autre a un mot à dire?
Bon, bah écoutez, génial. Non. Greg, Olivier, FMB, Rémi, merci beaucoup. Nous sommes parvenus à faire une émission sans se souhaiter bonne année, et ça, je trouve que c'est très très bien. Et je vous dis donc à la semaine Nobile. prochaine pour les playoffs. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao. Salut, salut.